Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. Ce que j'appelle un monde ou une société consumériste, c'est un monde ou une société dans laquelle tout acte d'équipement, tout accès aux objets est médiatisé par l'achat. Toutes les normes inculquées de consommation doivent être désapprises petit à petit et c'est très long. C'est très très long. Gobelets, vitrines, mouchoirs, smartphones, déodorants. Autant d'objets auxquels nos gestes et nos sens ont été éduqués. Autant d'objets sublimés avant d'être jetés. Il devient normal d'acheter pour une fois, de remplacer plutôt que de réparer. On a célébré et banalisé le geste jeté. C'est même un luxe que de se permettre le renouvellement de nos objets et de nos vies. Alors on a transformé le paysage urbain. Les vitrines ont converti les villes en immenses magasins à ciel ouvert. On s'est habitué à surconsommer, au point d'en oublier comment faire sans, comment on faisait avant, comment on fera après. Connaître l'histoire et le mode de fabrication des objets nous rappelle que nous ne sommes pas tous libres, égaux, ni outillés pour résister à la société de consommation. Qu'est-ce qu'alors le consumérisme ? Comment les stratégies marketing domptent notre cerveau ? Comment naît le goût du neuf ? Autant de questions que Jeanne Guyen étudie avec conviction pour repenser le consumérisme à travers nos objets. Avec elle, dans cet épisode, on parle de consumérisme, de publicité et d'automatisme. J'espère que cette écoute t'invitera à réutiliser ton mouchoir. Salut Jeanne. Salut. Je suis avec Jeanne Guyen au Festival de la Décroissance. Merci de partager ce moment avec moi, Jeanne. Tu es docteur en philosophie. Tes recherches portent principalement sur l'obsolescence, les déchets et le consumérisme. Tu poursuis aujourd'hui des recherches sur l'histoire du capitalisme, les produits jetables, la pub et les déchets. Avant de parler de consumérisme, j'aimerais qu'on revienne à ton enfance. Est-ce que tu peux nous parler de la petite fille que tu étais, Jeanne ? Moi, j'ai grandi dans une famille bourgeoise, donc en fait, il y avait beaucoup d'argent et beaucoup de facilité de consommation. J'ai grandi dans les années 80-90, donc beaucoup de publicité, beaucoup de télévision et donc beaucoup de publicité à la télévision. J'ai grandi en milieu urbain, donc aussi beaucoup de consommation, beaucoup de consumérisme. C'est quelque chose à quoi j'étais très exposée. Après, j'avais la chance d'avoir des parents qui avaient quand même un minimum de conscience critique, notamment face à l'actualité politique et aux questions écologiques. Donc, j'ai relativement pu bénéficier aussi de cette distance-là, ou en tout cas, j'ai eu la liberté de me montrer critique et irrévérencieuse assez tôt. Par ce milieu privilégié, j'ai eu accès aux études. Donc, j'ai pu très tôt faire de longues études. Et ça, c'est évidemment quelque chose sans lequel la recherche n'aurait pas été possible. Et pendant ces études, justement, là où on est à un âge où on se prouve souvent beaucoup de choses par le consumérisme et où acheter beaucoup, ça peut être une carte de notre identité. Toi, comment, à cet âge-là, tu te plaçais par rapport au consumérisme ? Mes études, elles ont duré très longtemps, donc de post-bac jusqu'à plus de 30 ans. Donc c'est un âge où on évolue en fait assez vite. C'est l'âge où on devient adulte et où on peut désapprendre pas mal de choses qu'on a apprises. Moi, je me suis très rapidement mise à étudier le consumérisme dès mes études de Master 1, Master 2 en philosophie. J'ai notamment travaillé sur les thèses d'Hannah Arendt en philosophie qui parlent de la société de consommation et qui parlent de la perte de la durabilité. C'est un de ces domaines de recherche. Puis après, j'ai consacré mes études à l'obsolescence. Et puis comme j'étais à Paris et que dans les grandes villes, il y a énormément de gaspillage, énormément de déchets très visibles en tout cas. J'avais un accès visuel au gaspillage et j'ai pratiqué très tôt la récupération,
je me suis engagée dans des associations de récupération, de recyclage, etc., de lutte contre le gaspillage. Donc oui, c'est un domaine dans lequel je me suis rapidement investie, de plus loin que je m'en souvienne. J'avais 15 ans quand à Marseille, il y a eu une grosse grève des éboueurs. Et donc cette quantité massive de déchets et de gaspillage, elle a été assez tôt quelque chose d'évident pour moi. Et tu dis que pendant ces études, tu as aussi beaucoup désappris. Qu'est-ce que tu as appris de principal ? On dit souvent qu'apprendre, c'est désapprendre, c'est-à-dire que c'est aussi revenir sur certains aspects de notre éducation qui nous conviennent pas. Donc typiquement, quand vous grandissez dans un monde consumériste ou ce que j'appelle un monde ou une société consumériste, c'est un monde ou une société dans laquelle tout acte d'équipement, tout accès aux objets est médiatisé par l'achat. Là, vous avez besoin de quelque chose, vous l'associez dans votre tête à vous avez besoin de l'acheter. Et ça, c'est quelque chose d'un réflexe qu'il faut mettre à distance. Et moi, j'ai grandi dans un monde où tout passait par l'achat. Et donc, se rendre compte que non, en fait, les choses ne devraient pas se passer ainsi et qu'il peut y avoir des alternatives, que ce soit ne pas acheter ou se passer d'un objet aussi bien que le prêter, le donner, le récupérer dans la poubelle, le faire soi-même ou le bricoler. Bon, c'est des choses qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. Et pour moi qui avais grandi dans un monde extrêmement consumériste, c'était quelque chose à réapprendre. Et donc, toutes les normes inculquées de consommation doivent être désapprises petit à petit et c'est très long. C'est très très long. Ça prend. Ça peut prendre toute une vie. Oui, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on a appris enfant et en l'enfance, ça dure longtemps. Donc, je sais pas, si vous estimez que l'enfance termine à 14 ans, par exemple, vous avez encore beaucoup de boulot derrière pour désapprendre l'ensemble des choses qui, dans cette éducation, ne vous convient pas. Et alors, dans ton livre, Le consumérisme à travers ces objets, tu étudies la manière dont on a été éduqué justement à surconsommer et à jeter. Et tu fais ça à travers le spectre de 5 objets. Un chapitre, ça représente un objet. Donc il y a les gobelets, les vitrines, les mouchoirs, les smartphones, les déodorants. Aujourd'hui, il y a un objet qui s'est quand même imposé vite partout et dans le monde entier. C'est donc le smartphone. Il y a plus de personnes aujourd'hui qui ont accès au smartphone que de personnes qui ont accès à l'eau ou aux toilettes. C'est quand même assez grave. Comment tu expliques le fait que le smartphone ait autant conquis le monde ? Oui, c'est vraiment unique dans l'histoire des techniques qu'un objet se soit imposé aussi vite, partout à travers le monde, je veux dire, parce que vous avez des objets qui sont devenus incontournables sur toute la planète, typiquement la voiture, mais très lentement, en fait, comparé au smartphone le premier smartphone, c'est 2007, donc là, on est 15-16 ans après, c'est un des objets les plus vendus partout, les plus possédés partout. Comment ça s'explique ? Une consommation de masse ne peut pas exister sans une production de masse. Et ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que les smartphones sont produits en masse à bas coût par une économie esclavagiste. Bon, on le sait, c'est attesté, que ce soit en RDC pour les minerais ou en Chine pour l'assemblage, entre autres. Donc c'est produit sur un système qui fait énormément d'économies sur la fabrication et l'extraction, mais qui investit énormément dans le marketing. Donc, typiquement, un smartphone, ça coûte plutôt cher, en fait. Et d'ailleurs, un forfait aussi. Donc, c'est quand même un investissement pour les gens, surtout qu'ils doivent le renouveler fréquemment, puisque ce sont des produits qui ont une obsolescence très rapide. Donc, tout est mis sur le marketing pour que cet acte de renouvellement soit vécu comme quelque chose de bien, d'agréable, ou alors que ce soit contraint. Donc, obsolescence technique, votre smartphone qui se casse parce qu'il est fragile, qui ne peut pas être réparé parce qu'il ne peut pas être démonté, parce qu'il n'existe pas de pièces détachées. Votre smartphone qui va être bloqué ou ralenti à cause des mises à jour. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'obsolescence psychologique, c'est-à-dire le fait qu'on va être finalement content de renouveler son matériel, puisque entre le moment où on l'aura acheté et le moment où on aura besoin de le renouveler, tant de modèles vont être sortis que vous aurez l'impression que votre smartphone est de toute façon dépassé, qui n'est pas assez puissant, qu'il n'est pas assez récent, qu'il n'est pas joli, son design est démodé, etc. Et qui fait que on a toujours l'impression d'avoir un modèle déjà dépassé. Donc typiquement le fait de numéroter des produits, d'avoir des iPhone 13, 14, 15, etc., permet de donner cette impression d'une chronologie. Parce qu'au bout d'un certain nombre de modèles, on ne pourrait pas savoir où on en est, en fait. Il y aurait trop de modèles et on aurait du mal à les ordonner dans le temps. Donc voilà, obsolescence. Mais donc d'en être conscient, ça nous permet aussi de prévenir nos comportements. Et les industries qui fabriquent notre monde ne créent pas seulement des objets, mais aussi et surtout donc des comportements. Toi, tu es philosophe, d'un point de vue philosophique donc. Qu'est-ce qui, selon toi, crée la dépendance ?
Alors, il faut se mettre d'accord sur le mot dépendance, hein, parce que souvent, quand on dit dépendance, on dit on est accro à quelque chose. On a le modèle en fait de l'addiction, au sens toxicologique, hein, comme on est accro à une drogue. C'est vrai qu'il y a certains produits qui ont des effets sur le cerveau qui sont comparables à des drogues. Le sucre, les écrans, les jeux vidéo, hein, sont effectivement producteurs de substances. Par exemple, la dopamine, hein, c'est très étudié que certaines stratégies marketing sont fondées sur la dopamine. Je vous renvoie à un documentaire du même nom. Mais c'est quand même une petite partie de ce qu'on vit. Il y a aussi la dépendance au sens de l'interdépendance, c'est-à-dire le fait de faire partie d'un monde dans lequel on ne peut pas vivre seul, on n'est pas dans une autonomie totale, on est lié aux autres, c'est le principe d'une société et c'est pas forcément quelque chose de mal. Simplement, il y a des systèmes d'interdépendance donc, qui nous contraignent et il faut donc qu'on fasse des choix collectifs sur qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on vit dans une société où le smartphone, par exemple, pour reprendre cet exemple, est de plus en plus au cœur de cette interdépendance. C'est-à-dire que si tous les services publics, par exemple, fonctionnent par application, vous ne pouvez pas ne pas avoir de smartphone. Donc vous êtes dépendant, non pas au sens où vous ne supportez pas de ne pas utiliser le smartphone, où vous ne pouvez pas vous retenir de ne pas l'utiliser, hein, c'est ça la définition de la dépendance au sens d'être accro, d'être junkie. C'est pas en ce sens-là, c'est au sens où tout simplement vous ne pouvez pas effectuer vos démarches du quotidien sans recourir aux applications. Et ça, dans ce cas-là, vous êtes contraint. Et même si vous voudriez vous en passer, vous ne pouvez pas résister à n'importe quel produit selon là où vous vivez, quel métier vous faites, est-ce que vous avez des enfants ou pas. Donc il y a des outils et des objets qui en effet sont indispensables, mais ce qui nourrit aussi le consumérisme, c'est cet aspect de nouveauté. Donc même si on l'a déjà, cet attrait à « Ah, je veux le dernier modèle, je veux du neuf ». Pour toi, comment naît le goût pour tout ce qui est neuf ? Alors, c'est l'objet d'un ouvrage sur lequel je suis en train de travailler actuellement, c'est-à-dire la généalogie de cet argument promotionnel qui est la nouveauté. À quel moment on a commencé à valoriser ce qui était récent par rapport à ce qui est ancien. Alors, est-ce qu'on parle du neuf ou du nouveau ? Parce que c'est deux choses différentes. Ah, dis-moi en quoi c'est différent les deux. Neuf, c'est simplement le fait que ça n'ait jamais été acheté et vendu. Ouais. Donc, un produit peut être neuf sans être nouveau. Un produit jetable qui n'est pas neuf, par exemple, est un produit qui n'a aucune valeur, puisqu'on considère qu'une fois utilisé, il est non réutilisable. Donc, l'attrait pour tout ce qui est neuf est venu de cette industrie du jetable qui promeut l'idée qu'utiliser plusieurs fois, c'est dégrader quelque chose. Et ce, y compris pour des objets qui sont tout à fait réutilisables. En réalité, ce qu'on appelle les objets jetables ne sont pas des objets qu'on ne peut pas réutiliser, c'est des objets qu'on ne peut pas entretenir. Ils sont tellement fragiles que, par exemple, si tu essayes de laver un gobelet en plastique plusieurs fois, au bout d'un moment, il va casser, il va fondre à la machine à laver, etc. Donc, c'est des objets qu'on ne peut pas entretenir, alors qu'on pourrait en droit les réutiliser. Et alors tout ça, comment c'est venu ? C'est venu par de la communication commerciale. Hein. Si on étudie par exemple l'histoire du gobelet, d'abord on a commencé à jeter l'anathème sur les tasses communes qui étaient attachées aux fontaines publiques, hein, dont on savait qu'elles véhiculaient des germes. C'était effectivement des objets dangereux. Puis après on s'est mis à jeter l'anathème sur les verres utilisés dans les bars. En disant oui, ils sont lavés, mais est-ce qu'ils sont bien lavés ? Donc en fait, on peut aller très loin dans la mise en doute de la propreté. C'est devenu même culturel. Bien sûr, de l'hygiène attachée à quelque chose, et y compris pour des objets que vous n'utilisez que vous-même. Donc c'est en jetant l'anathème sur ce qui est durable qu'on arrive à valoriser tout ce qui est neuf. Dans le cas de la nouveauté, mais c'est une histoire beaucoup plus ancienne, hein, la volonté de mettre en avant les inventions, l'idée que les êtres humains pouvaient dominer tous les processus naturels par des innovations. Et puis ça va être aussi le discours de la mode, c'est-à-dire le fait d'étendre à tout le domaine des produits le discours du secteur du vêtement. Cette volonté de changer régulièrement les styles qui va passer du domaine du vêtement au domaine de la décoration de la maison, au domaine de la voiture, au domaine de l'électroménager. La professionnalisation des métiers du design et du marketing et de la publicité au début du XXe siècle a joué un très grand rôle puisque ces publicitaires, ces designers, ces marketeurs, pour se vendre, ils ont tenu ce discours selon lequel, pour vendre plus, il faut renouveler l'apparence d'un produit. Même si, techniquement, il n'y a rien de nouveau, si on change son apparence, ça change beaucoup. Voilà, on va vendre plus. Et donc, ils ont joué un grand rôle dans le développement de cette idée que ce qui est plus récent est meilleur.
Et alors, on a parlé des gobelets, des mouchoirs, des smartphones, parmi les 5 objets que tu as mis en avant dans ton livre. Les vitrines, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce qu'elles sont, ces vitrines ? Les vitrines, c'est des dispositifs de mise en scène des marchandises qui permettent de les rendre visibles depuis un espace public, de rendre visible un espace marchand depuis un espace public et de le rendre incontournable, puisque quand on se promène dans une rue où tout n'est que vitrine, eh bien la rue devient un espace d'exposition des marchandises. Donc on ne peut pas en faire abstraction, de même qu'on ne peut par exemple pas faire abstraction des publicités. Donc, ça rend la marchandise incontournable, ça la rend visible et ça la rend même attractive, puisque cette mise en scène n'est pas anodine. Elle est tout à fait codifiée. Il y a même des métiers spécialement dédiés à ce qu'on appelait autrefois étalagiste, ce qu'on appelle aujourd'hui merchandiser ou décorateur de vitrines, scénographe, etc. Donc, ce sont des personnes qui sont payées pour mettre la marchandise en scène de façon à attirer le plus l'attention. Et donc, ce sont des dispositifs en fait de prédation de notre attention qui permettent de concentrer notre attention sur la marchandise, y compris lorsqu'on n'était pas venu pour faire du shopping ou s'intéresser à ces objets-là. Donc ça crée un manque et donc une demande, sociologiquement parlant. Pas forcément créer un manque, parce que, encore une fois, c'est du spectacle. C'est créer quelque chose de visible et d'attrayant visuellement. Les vitrines ont commencé à se développer avec la lumière, c'est à la fin du XVIIIe siècle. Ce qui a permis de mettre en scène des vitrines et qui les a rendues attractives, c'était le fait que les boutiques qui utilisaient donc la transparence du verre avaient utilisé aussi des techniques lumineuses. Et donc, ça crée des espaces illuminés dans les passages parisiens. Mais par manque, j'entendais le manque qu'on peut ressentir, du coup, nous, en voyant ce qui est dans les vitrines, on peut se dire, il me manque ça. Alors que si on ne l'avait pas vu, on n'aurait pas ressenti ce manque. Ouais, mais je pense que ça va au-delà de ça, enfin, en deçà de ça. C'est-à-dire avant même qu'on se dise, tiens, cet objet est intéressant, il peut m'apporter quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment un stimuli purement neurocognitif. C'est-à-dire que l'œil est attiré, mais ça, c'est des restes de l'évolution. Les marketeurs connaissent très bien le fonctionnement de notre cerveau et de nos 5 sens. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose qui bouge, vous êtes attentif à ça. Et c'est pour ça que, par exemple, les écrans publicitaires se développent autant. Parce que votre attention va être beaucoup plus vite captée par ce qui est lumineux et mobile que par ce qui est inerte et pas illuminé. Donc, en fait, il s'agit avant tout de capter l'œil avant même de tenir un discours sur qu'est-ce que cet objet va vous apporter. Les vitrines sont devenues donc des dispositifs de mise en spectacle de la marchandise et de captation de l'attention qui rendent toute promenade une contemplation de marchandise. Comment on fait pour justement ne plus être spectateur, mais acteur de tous ces paradigmes sociaux ? Alors la résistance à ces dispositifs de captation de l'attention, est très difficile puisque ils constituent un discours non sollicité qui nous atteint même dans des moments où on n'est pas là pour ça. Et donc typiquement, on ne peut pas échapper à la publicité aux vitrines aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il constitue une agression publicitaire non sollicitée. Et à ce titre, on n'a pas à les subir comme ça. On ne peut pas s'empêcher d'aller dans la rue. On ne peut pas s'empêcher de prendre les transports pour éviter la publicité. Donc, dans ce cas-là, on est vraiment, je trouve, victime de ce qu'on appelle une agression publicitaire. Et à mon sens, cette communication commerciale non sollicitée doit être interdite. Si j'ai besoin d'une information sur un produit, je suis capable d'aller la chercher. Je suis capable de faire une recherche sur Internet, d'en parler à mes amis, de me rendre dans un commerce pour discuter avec un vendeur sur quel est le meilleur produit. En fait, je sais chercher de l'information si j'en veux. Et est-ce que tu crois justement aussi à la force collective qui est que, oui, on est conscient de cette sursollicitation et en fait, non, on ne sera pas victime de ce modèle-là et on arrête d'acheter. Est-ce que tu crois aux changements qui viennent de ces élans-là ? Que des gens individuellement fassent la démarche de cesser d'acheter, c'est une bonne chose. Plein de gens le font. En tout cas, c'est d'acheter du neuf et essayer le plus possible de recourir au marché de l'occasion ou à l'autoproduction, à l'échange, au troc, au don, etc. C'est une bonne chose. Après, moi, je pense qu'il y a des pratiques qui doivent être interdites, quoi. On peut se battre pour construire des alternatives, mais on peut aussi se battre sur le terrain juridique et politique. C'est ce que je prône aussi. Il faut être sur tous les terrains. Et il faut des mobilisations qui instaurent un rapport de force, qui montrent qu'il y a beaucoup de gens mobilisés sur un sujet. Il faut des personnes qui soient capables de porter les coupables devant les tribunaux, parce qu'il y a des entreprises qui sont écocidaires, il faut le dire. Et puis, il y a aussi d'essayer de changer la loi pour que certaines pratiques publicitaires soient interdites ou certaines pratiques entrepreneuriales soient interdites. Et alors, j'ai ta réponse, mais j'aimerais avoir la contre-réponse. Équipée et outillée, est-ce que la vie humaine est pour autant améliorée ?
Alors ça, c'est une question de philosophie des techniques. Est-ce qu'on pourrait vivre sans technique ? Non. Les êtres humains sont, par définition, des fabricants, des manières d'outils. Simplement, moi, je distingue la technique et les produits. Alors que les objets peuvent être des techniques, mais ne sont pas forcément des produits. Et ça, c'est aussi un des grands discours dont on parlait tout à l'heure de l'argument de la nouveauté, c'est-à-dire de nous faire associer toute marchandise nouvelle à une innovation technologique. Ce n'est pas le cas. En fait, beaucoup de nouveaux produits ne sont absolument pas innovants. Et tout ce discours technophile de l'innovation, alors aujourd'hui c'est très attaché au smartphone, au domaine numérique, mais hier c'était la voiture, l'électroménager, avant-hier la machine à vapeur. On trouve toujours un produit qui est représentatif de l'innovation. Aujourd'hui c'est le numérique. Et pourtant dans le numérique il y a toujours des nouveaux produits qui sont pas forcément innovants. Et donc il faut arriver à bien distinguer les deux. C'est pas parce qu'un objet vient d'être mis sur le marché qu'il est innovant. Et d'ailleurs, il y a plein de produits qui sont mis sur le marché tous les jours, qui sont très rapidement retirés, parce qu'ils ne servent absolument à rien, qui ne sont pas vendus. Donc, il faut arrêter d'être fasciné par le fait que ce soit commercialisé récemment. Voilà. Mais évidemment, nouveau, c'est plus vendeur que commercialisé récemment. Et alors, pour toi, si l'amélioration ne passe pas par la nouveauté, par quoi est-ce qu'elle passe ? Comment on peut s'épanouir autrement ? En réalité, les êtres humains s'épanouissent très bien sans la consommation. Sans la consommation au sens de l'achat de produits récents sur un marché capitaliste. Si vous demandez à la plupart des gens qu'est-ce qui fait leur bonheur, ils vont vous répondre des choses assez évidentes. Les relations sociales. Les relations sociales, la convivialité, la dépense physique, le sport, la musique, faire l'amour, le voyage, les rencontres. Bon, ça serait des choses très simples en fait, sur lesquelles on est tous d'accord. Et si la question posée c'est celle du bonheur, l'histoire nous montre très bien qu'elle n'est pas obtenue par la consommation, puisque beaucoup de gens passent énormément de leur temps libre à dépenser, et que la dépense, dans le monde consumériste dans lequel on vit, est un tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire que faudra redépenser tous les 6 mois pour votre garde-robe, puisque de toute façon, elle va être démodée. Et d'ailleurs, quand on étudie le cas des personnes qui sont dans l'achat compulsif, c'est-à-dire qui ne se sentent bien que quand elles achètent, en fait, on observe la même chose que pour les personnes qui sont addictes à certaines drogues, c'est-à-dire que le temps d'euphorie dure très peu de temps, et qu'il est suivi par un temps de dépression, de honte, etc. C'est un cycle infini, en fait. Donc, même les personnes qui ont besoin d'acheter pour se sentir bien, ce sentiment de plaisir, parce que je pense pas qu'on peut l'appeler bonheur, dure très peu de temps. Et c'est une fuite quelque part. C'est un cycle infini de satisfaction d'un besoin qui ne peut pas être comblé. C'est à mon avis un déplacement. Après là on rentre dans des débats psychanalytiques sur lesquels je suis pas forcément compétente, mais ce qui est sûr c'est que les choses qui rendent vraiment heureux ne peuvent pas être achetées, pour la simple et bonne raison que le fait de les acheter les dénature. Si Timothée Parric en parle très très bien. Si vous achetez l'amitié de quelqu'un, la compagnie de quelqu'un, vous n'allez pas vraiment en profiter. Vous saurez qu'il aura été vendu pour ça. Vous pouvez pas non plus acheter l'amour de quelqu'un, puisque le fait de payer pour ça vous donne l'impression juste que la personne n'est pas vraiment amoureuse de vous. Vous pouvez pas non plus acheter l'affection d'un enfant ou la paix intérieure, ou que sais-je. Donc, en fait, toutes ces choses-là qui passent par la relation sociale et par la certitude de l'attachement que va vous apporter quelqu'un, ne peuvent pas être achetées, et par ailleurs, elles ne peuvent pas être associées à un produit. Ce qu'on observe dans l'histoire de la publicité, c'est que les publicitaires sont peu à peu quittés le domaine de la description objective des produits qu'ils vendaient, pour se tourner vers l'évocation des styles de vie du consommateur idéal de ce produit. C'est-à-dire que vous voyez plus une photo d'un produit ou de quelqu'un qui utilise ce produit avec un texte vous expliquant les propriétés de ce produit. Vous voyez des gens en train de faire des trucs kiffants, et puis à la fin vous avez une marque. Exemple type, c'est Coca-Cola. Et puis Coca-Cola, vous voyez des jeunes trop beaux en train de danser, de faire... On sait même pas ce qu'ils font, des images très rapides, de la musique, une espèce de feel-good movie, une sorte de clip, et à la fin, Enjoy Coca-Cola. Donc, on sait de plus en plus se tourner vers cette publicité, ce que les publicitaires appellent le style de vie, voilà. Figurer des consommateurs en train de faire des trucs qui sont cool.
Et donc, de plus en plus, ce qu'on achète en achetant un produit, c'est cet imaginaire-là. C'est un style, c'est une mode, c'est une appartenance. C'est un monde qui serait associé au produit qui ferait de vous la personne cool que vous avez vue dans la publicité. Ça marche très bien pour les vêtements, ça marche pour les voitures, ça marche pour un certain nombre d'éléments de nourriture. C'est l'idée que vous allez appartenir à un groupe social défini par ce produit. Mais on pense beaucoup comme ça. Oui, on définit les groupes sociaux par leur pratique de consommation. Et donc au final, nombreux sont nos comportements qui sont dictés mécaniquement sans qu'on s'en rende vraiment compte, de par toutes ces publicités qui nous assaillent quotidiennement. Et on en perd quelque part un petit peu de notre liberté. Pour toi, la liberté, c'est quoi ? On peut définir la liberté comme une résistance aux contraintes et aux dépendances qui nous paraissent injustifiées. Typiquement, moi, que je parlais tout à l'heure, il n'y a pas à vouloir être absolument autonome et seul. On doit choisir les liens d'interdépendance qu'on veut, en fait. Et on parle en pédagogie sociale de dépendance positive, c'est-à-dire que c'est les liens qu'on crée et qu'on choisit d'entretenir qui nous rendent libres parce qu'ils nous permettent de nous développer en tant que personne et de vivre des expériences qui nous enrichissent. Mais on peut aussi parler de liberté en tant que résistance à une oppression et donc résistance ici à la contrainte. Et on a vraiment, en termes de liberté politique, en ce moment, je trouve qu'on vit quand même une période très très noire. Et en termes de liberté individuelle, comment est-ce qu'on peut se reposséder de notre propre liberté ? Moi, je pense qu'on fait rien tout seul. Ouais. Enfin, en tout cas, sur des questions politiques comme celle-ci, on fait rien tout seul. Donc pour toi, on n'est pas libre. Et on est voué à ne pas l'être. En fait, la liberté est un concept qui désigne les relations humaines. Être libre tout seul, ça n'a pas de sens, puisque la liberté désigne l'étendue de mes possibilités d'action dans un monde où il y a d'autres personnes. En général, on va définir la liberté par rapport au droit que j'ai. Or, le droit est une notion qui relève d'une organisation sociale. Quel droit je vais avoir dans cette société ? Quelles limites à mon action vont être posées ? Donc, c'est une question sociale, c'est pas une question individuelle. Donc, c'est pour ça que je la replace un petit peu dans l'actualité politique, dans la société dans laquelle on vit. Il me semble que là, on a des vraies préoccupations en termes de liberté de circuler, liberté de manifester, de résister, de s'exprimer, liberté de choisir aussi les modes de vie qu'on veut, d'accéder aux ressources. En ce moment, je trouve ça très inquiétant en ce moment. Écoute Jeanne, on arrive à la question signature du podcast. Quel conseil tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent pour terminer cette interview ? Un conseil sur politique Un conseil qui te vient en tête. Donc ça peut être autant politique que personnel, que ça peut être plusieurs conseils. Un message que tu aimerais partager là au monde. Je pense qu'on fait rien tout seul et que donc faut pas s'isoler. Faut pas limiter ses engagements aux réformes intérieures ou aux choix individuels. Faut se regrouper, quoi. Il y a que ça qui fonctionne. Je dis pas que ça fonctionne à tous les coups, mais ça peut fonctionner en tout cas. Et aussi arrêter d'écouter les gens qui veulent à tout prix tout repeindre en rose. Ça, c'est un truc qui me fatigue en ce moment. On me demande toujours à la fin de l'interview, bon, c'est très triste tout ça. Et pour une touche d'optimisme, que diriez-vous ? Alors, en fait, je réponds, c'est pas mon boulot en fait d'être optimiste, désolé. Donc voilà, faut être dans le problème. Et même si pas à tout prix considérer que si on n'a pas la solution, il faut se taire. Voilà, donc se regrouper et ne pas avoir peur d'être dans le problème. Eh ben, merci beaucoup Jeanne d'avoir peint un petit peu l'état de la situation d'un point de vue consumériste. Je pense que ça peut du coup nous aider à peut-être réfléchir à 2 fois aux prochaines soldes notamment. Donc merci pour tous tes éclairages et puis à très vite. Au revoir, merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.